Je ne comprends pas pourquoi un magasin de vêtements typiquement japonais a été installé devant un port d'Angleterre, selon ce que j'ai remarqué tantôt. Mais ça reste un magasin, et je dois me faire plus discrète si je veux pouvoir me renseigner plus facilement. Bonjour mademoiselle, me salue le vendeur en me tendant la main. D'un geste presque sauvage, je la serre sans comprendre qu'il m'invitait à rentrer dans les shops et à quitter le vestibule. Mais si cela la gênait, il n'en montre rien. Le magasin est petit, mais accueillant. Un balcon intérieur en bois donne un côté rustique à la structure du bâtiment. Cherchez-vous quelque chose en particulier ? En réalité, monsieur, je n'ai pas de quoi payer, mais je souhaite tout de même faire des travaux d'intérêt dans votre magasin pour vous rémunérer du peu d'achat que je ferai, proposai-je. Ma proposition a l'air de le faire réfléchir. Il me demande d'attendre là, et monte l'escalier en appelant quelqu'un. J'obéis, mais ma curiosité l'emporte. Je regarde les étagères et les étalages. Mon regard se porte immédiatement sur un bonnet ressemblant à un béret noir plutôt original. Il ressemble à celui de ma grande sœur. Je le prends et caresse le tissu du bout des doigts, vérifiant sa qualité. Un miroir devant moi me donne encore plus envie de le poser sur ma tête, pour jauger du charme que je pourrais avoir avec. En le posant sur mes cheveux, je remarque quelque chose à mon bras que je n'avais pas encore remarqué. Cela ne m'étonne pas, ce n'est pas vraiment grand. C'est un petit dessin en forme de plume qui semble en suspens, comme si la personne était partie en pleine écriture. Et sur les côtés de tout cela, un écrin pour l'encre, le tableau de l'écriture de mon rêve. Il recouvre tout mon poignet et est visible pour tout œil averti. Je suis dans un rêve, sans doute, et j'ai toujours voulu avoir un tatouage. Mais je pense qu'en plus du béret, je vais acheter cette longue manche pour la protéger, espérant que le vendeur accepte les termes de mon accord. J'accepte les termes de votre accord. Je sursaute, je ne l'ai pas vu arriver. Mais la seconde qui suit, je m'empresse de le remercier de sa confiance et lui demande d'office ce que je peux faire pour l'aider. Il me demande de le suivre dans l'arrière-boutique pour que je range un peu. Mais avant, j'aimerais savoir ce qui te ferait plaisir ici pour que je puisse te dire combien de temps j'aurais besoin de toi. Il y a cette longue manche couleur peau plus foncée et un béret noir très joli, lui ai-je dit. Ça te coûtera 1 heure de travail acharné, mais je refuse de voir des jeunes gens travailler le ventre vide. Ma femme t'a fait un peu de café, me propose-t-il. Je n'ose dire non car il est vrai que je suis totalement affamée, et l'odeur qui s'échappe de la salle juste à côté est incroyablement divine. Je suis le vendeur, un peu gêné, et vois une femme en train de s'affairer au fourneau. « Bonjour madame !» Elle se retourne et son visage s'illumine. Elle me fait signe de m'asseoir, juste à côté, en face d'une simple table de bois, rougie par les années. Je le fais et la vois me servir une tasse de café, juste chaud, et des croissants. « Tu avais raison, confie-t-elle à son mari. Elle est ravissante. » Je souris, gênée, mais rétorque qu'ils n'ont pas besoin de me servir un petit déjeuner. À la seconde où j'ai prononcé cette phrase, mon ventre s'est mis à gargouiller, au point que je n'arrive pas à calmer ces bruits. « Ton estomac pense le contraire, à ce que je vois, » constate la femme en m'obligeant à m'asseoir. « Comment vous appelez-vous, mon ange ?» Je n'ose répondre et donner mon vrai prénom. Même si cet endroit est merveilleux, j'ignore tout de lui. Il vaut mieux jouer la jurisprudence. « Grace, dis-je après un moment. « Vous êtes sûre ?» demande la dame en me donnant du café bien noir. « Luna, » répondis-je. « Ma petite, quand on choisit un nom d'emprunt dans un endroit qu'on ne connaît pas, il ne faut pas prendre cela à la légère. Je vais vous aider à trouver quelque chose de plus saillant. En attendant, mangez. » La femme se nomme Kathleen, et c'est une femme vraiment forte et courageuse, capable à 16 ans de briser les codes en créant sa propre échoppe près de la mer. Nous avons commencé à ranger l'arrière-boutique. C'était son jour. Ils le font à l'alternance. Un jour, elle s'occupe de la boutique et des clients, et le jour d'après, de l'arrière-boutique. Cela leur permet de se manquer durant toute la journée. J'aime écouter ces histoires. Elles sont atypiques, et je rêverais d'avoir une telle existence. Maintenant, mon ange, comme elle aime m'appeler, il faudrait que nous réfléchissions à un nouveau prénom, plus pratique pour votre nouvelle vie. De quoi vous parlez ? Lui demandai-je. Je ne suis pas idiote. Je vois dans vos yeux que vous n'êtes pas d'ici, que vous venez de loin, de beaucoup plus loin. Peut-être même de Perla, dit-elle en riant entre ses dents comme la blague de la journée. Je vous demande pardon, vous avez dit Perla ? M'interrogeai-je. Oui, n'en voulez pas une vieille dame que je suis de ne jurer que par cette vieille légende urbaine. On a besoin de légendes, vous savez. Dans un monde comme le nôtre, c'est même une obligation sociale. Monde ? Je ne suis pas dans un rêve. Cela pouvait sembler évident, mais j'avais l'espoir d'être dans un rêve éveillé, comme j'en avais souvent fait auparavant. Mais je ne me suis jamais sentie aussi libre, vivante et bien dans ma peau. Je ressens tout, je tousse quand de la poussière vole dans l'air. Je pleure devant un paysage magnifique et je me sens si bien. Mais le plus troublant, c'est le terme que Kathleen a utilisé, Perla. C'est le nom de la cité perdue dans mon rêve, celle que je cherchais avant de me réveiller. Après, j'ai trouvé la plume et j'ai commencé à écrire sur le rêve que je venais. Oh merde. Je suis dans le monde que j'ai créé en me servant de cette putain de plume. Je manque de peu de laisser tomber l'objet dans les mains, mais ma tutrice le rattrape de peu et l'observe alors que je me confonds en excuses. « Tu sais ce que c'est ?» me demande-t-elle. « C'est un vase de cristal, dis-je, et ça vaut très cher et je suis plus que désolée. C'est un vase très précieux, sans doute, le plus précieux,
mais pas dans son prix, dans sa forme ou ses dessins, mais dans sa valeur sentimentale. C'est l'un des premiers objets dont j'ai pu avoir l'acquisition en ouvrant ma boutique. Il est magnifique. Comme toi, me dit-elle, tu es comme ce vase. Tu es très belle et gentille, mais ce n'est pas ce qui ressort quand je te regarde. C'est ta valeur et les étincelles dans tes yeux devant tout ce que tu vois. Ici, tu as l'air heureuse, transparente envers toi-même. Je t'ai trouvé un prénom. Comme ça? Lui demandai-je. Un prénom qui correspond à toi et à ce que tu es. Cristal. Elle a souri, pleine de fierté, comme après qu'une mère ait baptisé sa fille. Elle a trouvé ce qu'elle voulait. Elle m'a trouvé un prénom et j'en suis tout de suite tombée amoureuse. Je pense que je pourrais me trouver un surnom comme Christa. Et si je me fais passer pour un garçon, ce sera Chris. Ça fait beaucoup pour un seul prénom, mais c'est absolument ce qu'il me fallait pour débuter dans cet endroit. Je n'ai pas cessé une seule seconde de discuter avec elle, et elle avec moi. Elle voulait tout savoir de moi, d'où je venais. Je ne mentais pas, mais préférais cacher les parties désagréables telles que le réchauffement climatique, la faim dans le monde, la guerre, la pauvreté. Je lui ai dit le meilleur. Mais je préférerais savoir quelles sont les possibilités du monde où j'ai atterri. Et sur ce coup-là, il y en a trop. Je peux faire tout ce que je veux tant que je ne romps pas avec qui je suis. Tout est possible. L'honnêteté est maîtresse, et tant que l'on est soi, on arrive à tout ce qu'on souhaite. Je manque de peu de me moquer en entendant cela. Un monde où être qui on est permet d'arriver à tout. Et je n'ai pas vu le temps passer. Et sans m'en rendre compte, je suis restée à les aider pendant plus de 2 heures. J'ai passé le balai en chantant et en me prenant pour Cendrillon. J'ai rangé en rêvant de ce monde dans lequel je me suis perdue. Mais je n'ai peur de rien. Au bout d'un long moment qui me sembla très court, l'homme nous rejoignit et m'annonça que j'aurais droit à plus que ce que j'avais demandé vu le temps que je suis restée. Vous n'êtes pas obligé, lui avouai-je. En fait, je m'en sens un peu obligé, me coupe-t-il. Il fait le tour du magasin avec un vieux mais solide sac de voyage, plutôt petit à porter en bandoulière, mais aussi sur le dos. Très pratique. Il y met mon béret, ma longue manche, une couverture pour le froid, une lanterne étrange, plus un couteau très pratique avec plein de capacités dont lui-même ne connaît pas l'envergure. Il referme le sac et me le tend en souriant. « Monsieur, la valeur de ce que vous me donnez est supérieure au service rendu, de plus je me suis amusée, lui expliquai-je. Pensez qu'un travail que l'on aime mérite d'être moins bien rémunéré? Kathleen s'est amusée autant que vous, et cela nous fait plaisir de vous rendre ce service, hein, jeune fille. Cristal, le corrige sa femme en me faisant un clin d'œil. Il sourit et me serre la main. Au plaisir de se revoir vite. Que Manouille te protège. Qui? Demandai-je, mais ils n'ont pas répondu. J'ai quitté le magasin, le sourire aux lèvres, pour retrouver la rue la plus sombre que j'ai jamais vue. Non pas qu'il fasse nuit, mais noir de monde. Il est bientôt midi, et il faut que je me rende au port. Je pourrais peut-être même me faire une place à bord d'un des bateaux pour quitter la ville. Je me mets dans un coin et cache mes cheveux dans mon béret et mon tatouage sous ma manche. Au fond du sac, je remarque quelque chose que je n'avais pas vu avant, premièrement. Une sorte de longue cape bleu-noir avec une capuche magnifique et autre chose, un petit paquet. Je l'ouvre et y trouve un cristal magnifique à mettre autour du cou. Je le fais en pestant contre la trop grande générosité de Kathleen. On n'en fait plus des femmes comme ça, des couples comme ça, je m'en viens à être jalouse d'eux. Je remets ma veste et cours vers le port, en jouant des coudes contre les gens me gênant. Je demande mon chemin pour m'entraîner à user d'une voix plus grave que la mienne. La ville est vraiment magnifique. Je suis dans un quartier que je pourrais appeler moderne, voire futuriste. Je regarde autour de moi en ouvrant de grands yeux. Je veux que mon esprit prenne des photos mentales de ce lieu. Des magasins magnifiques et tellement originaux. Un simple motel, dans lequel des couples timides rentrent, ressemble à un hôtel avec des ascenseurs extérieurs soutenus par des fils et que l'on descend par un système ingénieux et ancien, faisant penser aux inventions de Léonard de Vinci. À côté de cela, sans aucune organisation, une fontaine incrustée dans un vieux mur de pierre blanche où des amoureux s'embrassent. Je détourne la tête un peu embarrassée. Et en face de moi, le port. Je cours pour le rejoindre et me mets à sourire plus que je ne l'ai jamais fait. Venez rejoindre l'équipage du Mercenaire, le plus grand navire de la flotte martiniquaise, crie un homme devant un bâtiment splendide. Mais qu'est-ce que la Martinique fait là, me dis-je, c'est complètement incongru. Une suite incongrue de lieux dépareillés. Je tourne la tête en sursautant et vois un homme, un baluchon sur l'épaule, cherchant autour de lui quelque chose, je ne sais pas quoi. Il me tend sa main et se présente. Bart, un marin de Mercenaire, le beau bâtiment nautique en face de moi. Il me propose de faire partie de l'équipage. Je suis flattée, lui dis-je en changeant ma voix, mais je cherche juste un moyen de rentrer chez moi. T'habites où? Le Grand Est, lui dis-je sans réfléchir. Y a rien d'intéressant là-bas, m'avoue-t-il. Mais demande à Marcus, il connaît tous les bons plans pour quitter ce lieu de malheur. Bon allez, je te laisse, petit. Attendez, où est ce Marcus? Mais c'est trop tard. L'homme est parti, et je suis de nouveau seule en me demandant où est ce Marcus. Sans doute un vieux capitaine de navire sentant le poisson et fumant la pipe. Au point où j'en suis, tout me va. Vous recherchez Marcus? Me dit une femme à l'air un peu louche. Vous pouvez m'aider? Demandai-je. Ah, non.
S'il vous plaît, suppliai-je. J'ai vraiment besoin de trouver un bateau qui m'aide à quitter cet endroit. Il est près de la maison du vieux passeur, chuchote-t-elle. Où est-elle? Près de la falaise, où tombe la cascade du paradis. Elle part, sans en dire plus, mais j'ai mes infos. Et comme je ne l'imaginais pas du tout, c'était plus facile que prévu. Je dois maintenant trouver ce Marcus, et pour ça je dois me balader au hasard dans le port en espérant que quelqu'un me montre le chemin parce qu'ici, la chance et la confiance semblent être au centre de tout. Si une ville pareille existait dans mon monde, elle ne serait pas du tout comme cela. Elle reposerait sur des gens intéressés, et surtout pas sur des gens pleins de bonne volonté. Le port est beau, et les bruits qui l'entourent m'emportent. Les vagues, s'écrasant contre les bastingages des vieux et des nouveaux bateaux, semblent sortir d'un rêve. J'entends la musique de violon d'un galion qui s'apprête à partir avec à bord des jeunes gens pleins de promesses et d'espoir, le torse bombé, rêvant de découverte à la Christophe Colomb, et ils les auront leur aventure. Un marin embrasse sa femme et prend ses enfants dans ses bras avant de s'enfuir en mer. Des personnes âgées sont assises sur des bancs et dissertent de leur belle vie bien remplie. Je sens encore une musique dans ma tête comme si elle faisait partie de moi. Elle est remplie de joie, d'insouciance. Il me prend l'envie de me mêler à un groupe de danseurs. Cette musique dans mon esprit me captive et m'intrigue à la fois, mais je n'ai pas le cœur de vouloir savoir plus sur elle pour l'instant. Je ne sais pas si on peut être plus heureux, en tout cas je n'ai jamais été autant. Et cette nouvelle tendresse et émotion m'étreint trop fort le cœur. Le ciel est bleu, et les marins chantent de partout leur aventure et leurs rêves, sans peur que quelqu'un arrive pour leur remettre les pieds sur terre. Ils sont libres d'être ce qu'ils sont, de vivre des choses uniques. Je vois des jeunes filles comme moi en train de promener leurs poussettes en riant, et d'autres à côté en train de crier et de chanter sans que l'on ne leur amène sur terre. Une jeune fille en robe longue embarque en souriant. Une profonde inspiration, un regard à sa famille. Elle part, sans craindre que quelqu'un l'en empêche. Pourquoi lui demander de briser ses rêves? On lui demande d'être elle-même, alors pourquoi elle devrait être quelqu'un d'autre et vivre la vie d'une autre personne? Pourquoi devrait-elle se cacher derrière une facette de bonne volonté alors qu'à l'intérieur d'elle, elle pleure de se mentir? Pourquoi si je suis heureuse et jalouse de voir que je suis née du mauvais côté du papier? Ça ne peut être qu'une erreur du destin. S'il y a un Dieu, il a dû se tromper. La plus horrible erreur de sa vie. J'arrive ainsi au bout du port, vers une falaise avec, juste à côté, l'eau d'une cascade. Je m'approche de la falaise, mais dans un premier lieu, je ne vois pas du tout de maison ou de local ou même de bateau. On m'aurait menti? C'est probable, ou pas trop, selon ce que je sais de ce lieu. Je m'approche un peu plus du bord et baisse la tête vers le fond. J'appelle Marcus, en espérant qu'il m'entende, mais non. Personne ne peut m'entendre de là où je suis, et surtout pas avec cette cascade. Je veux m'en aller, mais c'est à ce moment-là que quelqu'un s'est approché de moi avec un air un peu étrange. C'est un jeune garçon de mon âge, blond avec des lunettes cassées et des yeux marrons très purs au travers. Il me prend la main et me demande de le suivre comme si je le connaissais. Prise d'un élan, d'une confiance que je ne me connaissais pas, je me laisse conduire. « Tu cherches Marcus ?» me demande-t-il alors que nous rentions dans une grotte, dans un renforcement de la montagne qui entoure la vallée de la ville. « Oui, lui dis-je en prenant toujours ma voix grave. Je dois quitter la ville. » Il me lâche enfin la main et sourit en se présentant. Il est Marcus, et pour une belle somme, il pourrait me conduire où je veux. Mais je n'ai rien. Je préfère le lui cacher pour éviter un refus direct. « Et toi, mon gars, t'es qui ?» me demande-t-il en me conduisant dans un dédale de cave sombre. Je décide de sortir ma lanterne, tant on n'y voit rien. « Attends, me dit-il en me montrant la lanterne. C'est une Lantra. Tu sais que c'est super cher. Si c'est vraiment à toi, alors tu dois être plein aux as. Je m'appelle Chris et je veux rejoindre ma famille dans le Grand Est. Est-ce que tu sais où c'est? Je connais tout le monde et tout le monde me connaît, répond-il. Pluma n'a pas de secret pour moi. C'est pour retrouver ta famille que tu quittes Inkong? La ville s'appelle Inkong. Une information de plus dans mon carnet mental à renseignement. Mais ce nom, c'est exactement ce qui convient à cette ville. C'est très approprié. Je lui laisse tenir la Lantra et me conduire au-devant du tunnel où l'on ne voit presque rien. Il n'est pas seul. Beaucoup de personnes veulent voyager pour quitter Inkong, et la plupart cherchent juste plus. C'est le cas de certaines personnes qu'il a déjà conduit. Ce n'est pas vraiment un bateau, mais un zeppelin, un croisement entre un zeppelin et un bateau. Je suis pressée de voir ça. « À l'attaque !» crie quelqu'un au-dessus de moi. Je n'ai pas le temps de réagir que quelqu'un se jette sur moi sans demander quoi que ce soit. Il me plaque sur le sol et m'attrape un bras, puis l'autre, et s'installe au-dessus de moi, ses jambes empêchant les miennes de bouger. Il retire mon chapeau. Je sens mes cheveux tomber par terre et entends d'autres personnes derrière moi s'étonner. Je lève la tête et croise le regard de la personne qui m'a sauté dessus sans prévenir. Il me tient toujours les mains, mais ne quitte pas du regard. Il a les yeux gris avec une pointe de verre. Ses cheveux sont bruns, parsemés de mèches blondes inorganisées. Il porte une chemise blanche assez sale et un vieux chapeau noir avec une casquette.
Une musique résonne encore dans mes oreilles alors qu'il me regarde. Je tremble et suis prise de fièvre. Je veux me débattre et me défendre pour me séparer de son emprise, mais n'en ai pas la force. Et très clairement, pas trop l'envie. On se regarde ainsi comme des chiens de faïence, ou pas, sans que quiconque autour de nous ne réagisse. « Lewis, laisse tomber, c'est un client, » lui dit Marcus. La musique s'éteint d'un coup et le garçon se relève sans me porter autant d'attention que tantôt. Un autre garçon m'aide à me lever. Il doit avoir 19 ans, 3 ans de plus que moi. Il a les cheveux d'un brun plus foncé que les miens et ses yeux sont noirs et intenses. C'est un gamin qui a souffert. Ça se voit, mais je sens aussi qu'il le cache. « C'est une femelle, ton client, » lui dit celui que Marcus a appelé Lewis. « C'est un plaisir de te rencontrer aussi, mâle, » lui dis-je rageuse. « Marcus, je suis désolée de t'avoir menti. Je pensais que tu ne me ferais pas confiance si tu savais que j'étais une fille. »« Comment tu t'appelles » me demande-t-il d'office. « Cristal. » lui dis-je. « Mais tu peux m'appeler Christa. »« Tu peux payer ton passage ?»« Oui, bien sûr, hésitai-je. »« Alors bienvenue. » Il m'a annoncé que nous partions demain et nous a dit de nous reposer. Je vois que tout le monde s'installe au coin d'un feu au centre de la grotte où trône un magnifique... Je ne sais pas comment appeler cela, mais je vais tenter de le décrire. C'est un moyen de transport, grandiose, prenant toute la place, du côté gauche jusqu'à la falaise. Je pose ma lintra près de moi et me réjouis qu'elle serve aussi de radiateur et de chauffe-plat. C'est un feu, très pratique, même si je l'avoue je préférerais être auprès de mes futurs compagnons de route. Pas de filles. Je suis la seule, sans compter les enfants bien sûr. Je souris en m'enroulant dans ma couverture. Kathleen est vraiment adorable de m'avoir donné tout ça, et son mari aussi. Malgré ma fatigue, je prends le temps de m'interroger sur ce mystérieux tatouage. Refusant de l'exhiber devant tout le monde, je quitte le groupe qui est en train de fumer et de disserter à propos du voyage du lendemain. Je m'exile et observe mon tatouage à ma guise. Il est très simple et adorable. Je crains tout de même de le toucher. Sans l'avoir fait exprès, je frôle la plume, qui à l'instant où j'ai pensé à retourner à la maison s'est animée. Elle a quitté mon bras et s'est mise à tourner autour de moi. Je veux crier, mais rien ne sort de ma bouche. Tout disparaît autour de moi. Je ferme les yeux en me demandant ce qui est en train de se passer. Mes pieds se mettent à flotter dans le vide, et je m'écrase violemment par terre. Je lâche une plainte en me relevant. Je ne vois rien, mais il fait chaud. Je me lève et remarque quelque chose qui brille au fond de la pièce, ma lampe de chevet. J'appuie dessus et constate avec délice et déception que je suis de retour dans ma chambre. La lumière en éclaire superficiellement les coins. Je me mets à rire, rien qu'en me souvenant que je pensais ne pas être dans un rêve. Je me lève et me couche dans mon lit pour terminer ma nuit innocemment.